Bonjour et bienvenue à cette conférence de l'autre côté de l'Atlantique. La pandémie qui nous tient encore à distance cette année figurera très certainement dans les futurs livres d'histoire comme un événement clé de ce début du XXIe siècle. Les livres d'histoire, j'y reviens dans un moment. Mais voici d'abord ce qui m'a inspiré le sujet dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, à savoir un silence très étonnant. Je m'explique. Dans les commentaires sur cette pandémie, certains ont fait des comparaisons à d'autres pandémies, le sida, la grippe aviaire, le SRAS. D'autres ont remonté même plus loin dans l'histoire, à la grippe prétendument espagnole ou même à la Grande Peste. En revanche, le choc microbien qui avait suivi l'arrivée des Européens dans les Amériques n'est que très rarement mentionné dans ce contexte. Voici quelques-unes de ces exceptions, grandes exceptions, dans la presse à grand public et dans quelques revues spécialisées. Sinon, c'est le silence. Mais voilà qu'une publication parue en mars 2020, en Amérique du Nord en plus, propose d'étudier les suites économiques de pandémies ayant fait au moins 100 000 morts depuis le XIVe siècle à nos jours. Étude publiée par la Réserve fédérale de San Francisco. Elle fait état des différents épisodes de la peste en Europe, du choléra en Asie et en Europe du XIXe siècle et des pandémies de grippe ayant ravagé diverses régions du monde au XXe siècle. Mais rien sur l'hécatombe des Premières Nations en Amérique. Pourtant, elle fut bien plus déterminante pour l'histoire. Sans elle, les Européens n'auraient sans doute jamais réussi à coloniser le Nouveau Monde comme ils l'ont fait. Car quelles aient été leurs motivations? Les explorateurs, aventuriers, géographes, missionnaires, soldats et marchands étaient accompagnés à leur insu d'une armée de guerriers aussi minuscules que redoutables, qui leur ouvrait la voie, en décimant les populations indigènes à leur rencontre. Ce sont ces microbes qui ont profondément bouleversé la géographie humaine de l'Amérique du Nord-Est, comme le disait il y a longtemps déjà Denis Delage. En 1660, des peuples entiers sont disparus et leur mort ouvre une brèche pour le peuplement européen. Apparu au XVIe siècle avec la présence de pêcheurs et de baleiniers dans le Golfe, des épidémies fauchèrent la population amérindienne, particulièrement à partir de 1643, et par vagues successives tout aussi meurtrières les unes que les autres. Elles entraînèrent une chute drastique, bien que difficile à chiffrer, de la population amérindienne. De manière générale, dans le siècle et demi qui suit le contact avec les Européens, la population amérindienne a décru généralement de 95%. C'est une décroissance de l'ordre de 20 à 1. Et il cite un témoignage du missionnaire jésuite Barthélemy Vimont sur une chute de la population en moins de 10 ans. Là où l'on voyait il y a 8 ans 80 et 100 cabanes, à peine voit-on maintenant 5 ou 6, et tel capitaine qui commandait pour lors à 800 guerriers n'en compte plus à présent que 30 ou 40, et au lieu des flottes de 3 ou 400 canots, nous n'en voyons plus que 20 à 30. Comme lors de la peste en Europe, les microbes sont alors inconnus et les voies de transmission restent mystérieuses, ce qui favorise toutes sortes de légendes. Les autochtones comprennent bien qu'il y a un lien entre les maladies nouvelles et le contact avec les Européens, les missionnaires en particulier, et ils appellent la croix chrétienne le bois de la mort. De part et d'autre, des paradoxes s'installent dans la perception. Pour les autochtones, l'expérience prouve qu'il vaut mieux éviter le contact avec les Européens. Mais puisque ceux-ci restent en bonne santé, ils doivent profiter d'une meilleure protection. Peut-être vaut-il mieux se convertir et se faire protéger par le Dieu chrétien, apparemment plus puissant. Les missionnaires, eux aussi, croient que leur Dieu les protège et qu'il punit par la maladie les autochtones païens aux mœurs dépravées. Le paradoxe de leur côté, la maladie tue encore plus souvent les convertis que les autres, et même peu après leur baptême. Plus les efforts missionnaires réussissent, plus la maladie fait rage parmi les nouveaux chrétiens. Mais sur un plan pratique, il est clair que les épidémies ont favorisé les projets de colonisation en vidant le continent de ses premiers habitants et en perturbant profondément leur communauté par ce que Denis Delage appelle un cercle infernal de la mort. Sans bilan, après 1650,
La carte humaine de l'Amérique du Nord-Est est complètement bouleversée. La désolation n'a pas affecté que le nombre, elle a lézardé les structures sociales, démanché les unités familiales de production, ébranlé la confiance en soi, brisé les mécanismes de transmission du savoir entre les générations, miné les réseaux d'entraide, de partage, de troc entre groupes alliés et personnes apparentées, percé les frontières ethniques. On ignorait, on l'a dit, les microbes responsables de ces maladies et on ignorait aussi la raison de l'immunité des Européens. Mais la simple observation suffisait pour comprendre que la maladie pouvait se transmettre par des objets. De là, il n'y avait qu'un pas pour pratiquer une guerre bactériologique avant la lettre. Nous savons maintenant que le général Amherst et d'autres officiers britanniques ont fait distribuer des couvertures contaminées par le virus de la variole contre les troupes de Pontiac en 1763, dernier épisode des French and Indian Wars. C'est Denis Vaugeois qui cite des papiers conservés par la British Library dans un article de 2017, qu'il conclut ainsi. La variole a vidé l'Amérique de ses premiers occupants. Une nouvelle menace variolique serait un triste retour du pendule. Cette fois, les habitants de la planète entière sont comme les Indiens de 1492. Ils ne sont pas immunisés contre la variole. Sauf les plus âgés, ils ne l'ont jamais connue. La variole a été déclarée éradiquée en 1980, mais des choses subsistent, ce qui ouvre la porte à une possible épidémie mondiale. Pauvres de nous. Il dit cela en 2017. 3 ans plus tard, cette prophétie se réalise. Jean-François Nadeau est un des rares commentateurs à établir très tôt le lien entre la Covid-19 et le choc microbien au moment de l'arrivée des Européens au Nouveau Monde. En 1492, la colonisation européenne du continent engendre la destruction massive des peuples autochtones. La vie est fauchée dans une mesure qui nous échappe aujourd'hui. Et il pose surtout cette question. Que serait-il advenu de tout ce monde foudroyé s'il avait eu les moyens d'empêcher des virus de se jeter sur lui, par exemple en interdisant l'arrivée des bateaux ou en imposant à chacun de rester chez lui? À cette question, les manuels scolaires répondent-ils? Notre étude sur la représentation des autochtones dans les manuels d'histoire du Québec depuis 3 programmes du secondaire des derniers 40 ans permet d'y répondre. Voici les manuels du secondaire approuvés par le ministère qui correspondent à ces programmes, ainsi que les ensembles didactiques du primaire et enfin 2 manuels autochtones. Voici d'ailleurs quelques titres des manuels du secondaire 2006, 2017 et les 2 manuels autochtones. Qu'est-ce qu'on y dit des épidémies suite au contact avec les Européens? Le choc microbien. Vu le temps limité, je vais choisir seulement quelques exemples. Commençons par l'enseignement public du Québec. Avant 2017, les programmes ministériels ne contiennent aucune mention du choc microbien. Le programme actuel ne le prévoit pas non plus dans sa structure. Seulement une demi-phrase se trouve dans le commentaire. Alors que se développe la colonie, certaines populations autochtones se fragilisent, notamment en proie aux épidémies et aux guerres. En revanche, les manuels, eux, ont parfois mentionné le choc microbien bien avant que les programmes ministériels ne leur demandent. Or, la façon d'aborder le sujet diffère grandement d'un manuel à l'autre, même contemporain. Disons, en général, la fragilisation est l'aspect le plus souvent mentionné. Par exemple, comme une raison essentielle de la disparition de la Huronie. En raison de leur contact avec les missionnaires, les autochtones de la Huronie ont été particulièrement exposés au choc microbien. Affaiblis par les épidémies, ils sont désormais plus vulnérables aux attaques de leurs ennemis iroquois. Mais dans le cas adverse, c'est la même chose. Affaiblis par les maladies et la guerre, les Iroquois commencent à négocier la paix avec les Français. Et encore dans d'autres contextes, par exemple lors de la révolte de Pontiac, on peut lire « Une série de défaites et une épidémie de variole affaiblissent la coalition autochtone ».
Les manuels citent en général l'explication scientifique des épidémies, à savoir le manque d'immunité des populations autochtones contre des maladies beaucoup plus répandues et moins mortelles en Europe. Parmi les manuels actuels du secondaire, plus aucun n'omet cette explication. Ainsi, par exemple, pour le manuel contemporain chronique, le choc microbien est bien le choc le plus dramatique que subissent les autochtones à cette époque, bien plus dommageable que l'impact des guerres qu'ils se livrent entre eux. Il est causé par les nouveaux microbes qu'apportent avec eux les Européens. Ce choc microbien est responsable d'une chute dramatique de la population autochtone. En côtoyant les missionnaires, les explorateurs, les coureurs des bois et les colons des établissements européens, les autochtones sont exposés à des maladies d'origine européenne qui n'existaient pas en Amérique, comme la rougeole, la variole et la grippe. Ces maladies très contagieuses sont souvent mortelles pour les autochtones, qui n'ont pas les anticorps nécessaires pour les combattre. Et Période, dans son passage sur le choc microbien, précise aussi les voies de transmission. Les Européens apportent, souvent sans le savoir, des maladies infectieuses mortelles comme la grippe, la coqueluche et la petite vérole. Ces maladies contagieuses se transmettent par contact direct, par les vêtements ou par les objets contaminés. Pour ce qui est de la dimension chiffrée de l'hécatombe subie par les populations autochtones, de nombreux manuels essayent de fournir des indications, malgré l'absence de chiffres exacts. L'exemple souvent cité est le récit de Barthélemy Bimont, que nous l'avons vu tout à l'heure. L'évocation du choc microbien reste pourtant partielle et réservée à un ou deux sujets spécifiques, l'évangélisation ou la disparition de la Véronie. Et il arrive de la perdre de vue, même quand il est question de démographie. Si un manuel du primaire explique que l'Amérique du Nord aurait été un immense territoire à conquérir. Vous aurez remarqué la perspective eurocentriste. Le paragraphe conclut que la Nouvelle-France est principalement peuplée d'Amérindiens. Mais les illustrations ne s'y intéressent pas du tout. La population française augmente. Rien sur la diminution dramatique des Premières Nations. Hormis la fragilisation, les anticorps qui manquent, et dans la plupart des manuels actuels tout de même la dimension dramatique, certains s'intéressent à d'autres aspects des épidémies. Les manuels de 2006 notamment en parlent déjà abondamment. Sauf repère, c'est un exemple extrême. Celui-ci mentionne les épidémies par cette seule remarque cachée au sein d'un passage sur les coureurs des bois, pour regretter un impact économique négatif pour les colons. À partir de la fin des années 1630 et dans les années 1640, les nations amérindiennes amies des Français sont décimées par la maladie et par les guerres avec les Iroquois. Cette situation est néfaste pour l'activité commerciale des Français. D'autres manuels évoquent les effets paradoxaux que les maladies engendrent pour l'évangélisation. Chronique fait état de la méfiance devant la croix chrétienne, identifiée comme morceau de bois de la mort par les Atikamekw. Il est parmi les plus rares manuels qui considèrent les impacts sociétaux pour les autochtones. Ce très grand nombre de décès au sein de cette population a de graves conséquences sur l'organisation sociale et la transmission de la culture dans les communautés autochtones affectées, et qu'il est énorme et traumatisant pour les populations autochtones. Il reste que la plupart des manuels classent l'impact néfaste des maladies comme un élément négatif parmi d'autres quand ils tirent le bilan des conséquences de l'arrivée des Européens. The coming of Europeans brought exchanges of technology. Native peoples adopted European guns and metal tools, while the French quickly realized the advantages of native canoes and snowshoes. European diseases decimated native populations who had no resistance to them. Le cas de mise à jour en revanche est particulier. Ce manuel actuel consacre tout un dossier spécial à la question: quel rôle jouent les Français dans le déclin des sociétés autochtones en Nouvelle-France au XVIIe et XVIIIe siècle? Et il propose un exercice méthodologique pour comprendre en quoi les relations entre les Français et les autochtones ont pu avoir des répercussions sur les populations amérindiennes. Pour y répondre, on y cite, entre autres sources, le récit du père Barthélemy Bimont. Or, dans le résultat de l'opération, le choc microbien a complètement disparu.
Formuler la réponse. Les relations diplomatiques et militaires entre certains groupes amérindiens et les Français entraînent des conflits avec les nations iroquoises. Ensuite, les guerres iroquoises entraînent une importante chute démographique chez certains groupes amérindiens, comme les Hurons. C'est aussi le seul manuel actuel du secondaire à opérer encore un rapprochement entre les épidémies et... Voici un manuel du primaire qui conclut son paragraphe sur le chaman par un constat d'échec. Malheureusement, les gens ne guérissent pas toujours. Cela suggère que la médecine européenne de l'époque aurait pu intervenir efficacement contre les épidémies par des vaccins ou les antibiotiques. Bien entendu, affirmer l'impuissance de la médecine autochtone est pertinent, mais évoquer les raisons pour l'omniprésence de ces maladies dans les sociétés européennes, aux conditions de vie souvent insalubres et au contact d'animaux d'élevage, l'aurait été tout autant. Pourtant, aucun manuel ne le fait. Au contraire, l'élevage de bétail est partout considéré comme un progrès de civilisation. La prétendue supériorité de la médecine française s'accompagne de remarques sur le secours prêté par les Européens. Ainsi, Période note à propos des hospitalières de Québec, à l'hiver 1639, elles viennent en aide aux autochtones établis à la réduction de Sillery, alors qu'ils sont frappés par une épidémie de petite vérole. De la même façon, la sédentarisation forcée des Premières Nations dans les réserves est qualifiée comme un remède à leur situation, même si l'appropriation des terres est critiquée. De 1871 à 1921, le gouvernement canadien négocie un ensemble de traités avec les bandes nomades des Premières Nations afin de s'approprier leurs terres et y installer des colons. En échange, ils s'engagent à leur venir en aide. À l'époque, les populations autochtones sont gravement touchées par des épidémies. Elles souffrent aussi de famine en raison, surtout, de la disparition des troupeaux de bisons. Le gouvernement canadien estime que la situation des autochtones peut être améliorée si ces derniers passent d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire basé sur de l'agriculture. Bien entendu, à ce propos, le point de vue autochtone diverge grandement, nous y reviendrons dans un instant. Mais avant, évoquons un dernier aspect. Les manuels mentionnent la guerre bactériologique. En effet, il faut attendre les tout récents pour que les élèves en entendent parler, au moins par 2 d'entre eux sur 4. Ils l'évoquent tous les deux d'ailleurs en tant qu'anecdote, et prudemment. Anecdote, un projet d'expérimentation. Alors que les guerriers autochtones sous les ordres du chef Pontiac remportent plusieurs victoires, le général britannique Jeffrey Amherst propose de les infecter à la variole. Il envoie le message suivant à un colonel de l'armée anglaise. Vous feriez bien d'infecter les Indiens au moyen de couvertures ayant servi à déverrouiller ou de vous servir de tout autre moyen qui pourrait contribuer à les exterminer. Aucun document historique, dit le manuel, n'atteste toutefois que le colonel ait bel et bien exécuté le plan du général. Il y a pourtant maintenant des preuves, comme nous venons de le voir. Les manuels des différents programmes, pour la plupart, abordent bien le sujet des épidémies, et certains ne manquent pas de souligner à l'occasion leur gravité. La différence entre les manuels d'un même programme peut cependant être grande. En tout cas, les manuels accordent souvent plus d'attention aux chocs microbiens que le programme ministériel, et l'attention a encore augmenté dans les manuels actuels. Mais aucun ne va jusqu'à leur consacrer, par exemple, le titre d'un chapitre. Parmi les manuels autochtones, je vais me limiter à une histoire du Québec et du Canada et à ce qui distingue ce manuel des manuels euro-québécois. Ce sont les manuels autochtones en général qui présentent la plus grande variété des contextes dans lesquels ils mentionnent les épidémies. Bien entendu, ils retiennent l'épisode des couvertures contaminées lors de la guerre d'indépendance des nations autochtones. Amherst savait que les autochtones n'étaient pas immunisés contre les maladies européennes et il décidait de recourir aux maladies pour éliminer les autochtones. Il a donc demandé à ses soldats de distribuer aux autochtones des couvertures contaminées par la variole. Amherst trouvait que c'était le meilleur moyen de se débarrasser d'un grand nombre d'autochtones. Les Delawares, à qui on avait donné des couvertures, sont morts en grand nombre.
Le général Amherst est devenu un héros britannique et des écoles et des villes portent encore aujourd'hui son nom. Notons à ce propos, bien sûr, que la rue qui portait son nom à Montréal a été rebaptisée en octobre 2019 rue Ada Degan. Mais, hormis cet épisode de la guerre bactériologique, le manuel autochtone limite un minimum les remarques qui pourraient être comprises comme des accusations dans le contexte des épidémies. Il constate simplement que les Européens avaient été porteurs des maladies et qu'ils les avaient diffusées parmi les Premières Nations, dont ils avaient ainsi causé l'hécatombe. À la différence de la plupart des manuels du programme ministériel, il souligne que le phénomène se reproduisait à chaque fois que les populations autochtones rentraient en contact avec les non-autochtones, par exemple une dernière fois au XXe siècle chez les populations du Nord, qui avaient été plus longtemps à l'abri de l'influence européenne. C'est également à ce manuel que nous devons l'analyse la plus détaillée de la progression des ravages de ces épidémies. Elle est trop longue pour vous la lire, évidemment. Le manuel aborde plusieurs fois la perception de cette catastrophe par les nations autochtones et il insiste sur les effets secondaires qui affectent les communautés et leurs conséquences jusqu'à nos jours, y compris les problèmes sanitaires qui y existent toujours à cause des conditions de vie précaires. La création des réserves dans l'Ouest, pour y revenir, n'avait rien de charitable à ses yeux. Au contraire, c'est leur désir de survivre qui a motivé les Autochtones à signer des traités. En effet, ils ont voulu éviter le sort de leurs frères en sol américain qui s'étaient fait enlever leurs terres par la force. Ils cherchaient donc des solutions de rechange afin de préserver leurs terres des mains des colons canadiens qui tentaient de les envahir davantage. Affaiblis par la maladie et la famine, les Autochtones ne se sentaient pas aptes à engager le combat pour reprendre possession de leurs terres. Il explique aussi que cette situation de faiblesse avait été créée par les effets combinés de la famine, causée par l'anéantissement intentionnel des bisons, et les maladies qui étaient la conséquence lors de l'exposition canadienne dans les prairies. À d'autres reprises également, les épidémies y sont reliées à l'ensemble de l'histoire sociale. Ce manuel est d'ailleurs le seul à proposer une réflexion théorique sur différents modèles de colonisation, sous divers aspects. Il retient qu'un de leurs défauts majeurs est qu'aucun ne tient compte des effets de la maladie sur les rapports entre les autochtones et les Européens, jusqu'à quel point la maladie a facilité la colonisation de l'Amérique du Nord par les Européens. Il en décrit calmement mais clairement la portée. Les autochtones n'étaient plus assez nombreux et trop faibles pour empêcher les Européens de s'établir sur leurs terres. Les maladies ont fait disparaître des familles entières, même des villages, et comme il ne restait plus personne pour perpétuer les traditions, la culture et la langue disparaissaient également. Enfin, il est le seul à poser la question à laquelle aucun des autres manuels n'avait osé réfléchir. Que serait-il arrivé des rêves de colonisation des Européens si les autochtones avaient été immunisés contre les maladies européennes? Voici mes références principales. La liste des manuels analysés. Et voilà, merci de votre attention et au revoir sur Zoom ou par courriel.